Pour commencer, j'aimerais vous citer ces dires de Jean Eustache à propos de la maman et la putain. C'est le seul de mes films où le passé ne joue pas. Il correspondait à ma vie au moment même où je tournais et la recoupait de façon tragique. C'est le seul film que je haïsse car il me renvoie trop à moi-même, à un moi-même trop actuel. Je trouve cette citation importante, car elle montre clairement l'aspect personnel et intime qui régit le film. Et plus on se renseigne, plus on se rend compte que le lien entre la réalité et la fiction est mince. Quand Eustache se met à tourner, c'est dans des lieux où il a vécu l'histoire. Ces lieux deviennent une espèce de miroir entre le vécu et le filmé. Parmi eux, il y a de nombreux cafés, les deux Magots, le café de Flore et le Saint-Claude. Merde, d'autres putain. Plus de la moitié des scènes se passent dans ces bistrots, montrant ainsi le mode de vie oisif du personnage d'Alexandre et par extension d'Eustache lui-même. Je viens lire ici l'après-midi. J'ai l'intention de faire ça très régulièrement, comme un travail. Un autre lieu important du film, c'est l'appartement de Marie. Bonjour. C'est le véritable appartement où vit celle qui a inspiré le personnage de Marie. Il y a donc un lien très fort entre la vie d'Eustache et son œuvre. C'est encore plus flagrant quand on fait le tour des personnages présents dans le film et qu'on les compare à leur double réel. J'ai déjà plus ou moins évoqué celui d'Alexandre, interprété par Jean-Pierre Léaud. Il n'est rien d'autre que l'alter ego du réalisateur lui-même, surtout de son côté dandy et beau parleur. Si ce que je vous dis vous ennuie, vous m'arrêtez. Françoise Lebrun interprète Véronica. Mais Françoise Lebrun, dans la vraie vie, est le personnage de Gilberte que l'on voit à l'écran, la jeune femme qui quitte Alexandre au début du film. Je veux t'épouser. Non, je n'en suis pas encore là. Je ne suis pas prête. Elle n'interprète donc pas son propre rôle, mais bien celui de Marinka Matuszewski, la véritable maîtresse d'Eustache. D'ailleurs, on aperçoit Marika au début du film, qui, d'une certaine manière, laisse place à Françoise Lebrun afin que l'actrice l'interprète. Ce n'est pas avec vous que j'ai rendez-vous. Non, Non, parce que j'ai rendez-vous avec quelqu'un que je ne connais pas et ça pourrait être vous. ce n'est pas moi. Vous êtes sûr? Je ne me trompe pas? Non. Le personnage de Marie, interprété par Bernadette Lafont, est inspiré par Catherine Garnier. Catherine est chargée des costumes sur le tournage, et comme je l'ai déjà dit, c'est dans son propre appartement que le film a été tourné. Ça a été une expérience traumatisante, à la fois pour Bernadette Lafont, qui avait l'impression de voler l'identité de la jeune femme, mais surtout pour Catherine Garnier. Après avoir vu le film pour la première fois, ce qui a été très certainement un bon déclencheur, elle se donne la mort, renvoyant malheureusement à la tentative de suicide de Marie dans le film. Pour dormir, il en faut combien? Un ou deux. Toute la boîte, ça va? Eustache avait donc raison de dire que ce film recoupait de façon tragique sa vie, puisque cette fois, la réalité a dépassé la fiction et lui a apporté une fin funeste. Jean Eustache est également présent dans le film et il s'attribue le rôle du compagnon de Gilberte, donc de Françoise Lebrun. Je ne sais pas si vous avez suivi, parce que en fait, c'est pas encore fini. Françoise, après avoir quitté Eustache, elle s'est mariée avec un chirurgien qui est, figurez-vous, lui aussi présent dans le film. Il est un simple figurant, mais il est néanmoins présent lors d'une scène très personnelle concernant la relation entre Gilberte et Alexandre, dévoilant ainsi l'intimité du couple Eustache-Lebrun. Tout ce rapport compliqué entre la réalité et la fiction montre bien la démarche d'Eustache. En tant que réalisateur, il archive bon nombre d'éléments personnels et les injecte un maximum dans son œuvre. Mais ce qui éloigne La maman et la putain d'une simple autobiographie, c'est l'importance qui est donnée au dialogue. Le film débute par une tentative assez pathétique d'Alexandre pour récupérer Gilberte, femme dont il s'est séparé et qui va en épouser un autre. Il vit une union libre avec Marie qui l'entretient et rencontre Véronica. Elle le fascine totalement. Alexandre vit ses relations amoureuses de façon assez détachée sans qu'il ne parvienne à s'engager pour qui que ce soit. Moi, je ne fais rien. Je laisse le temps le faire. On remarque très vite qu'Alexandre entretient un rapport quasi obsessionnel avec la parole. Pour lui, c'est sa manière d'agir et d'affirmer son existence. Derrière tous ses discours sur tout et rien, on constate qu'Alexandre, c'est la vacuité et l'incapacité totale à faire un choix. Il parle, mais au final, il ne fait rien avancer du tout. Il est dans l'inaction la plus totale. En blablatant,
Il essaye de transformer sa vie en œuvre, que tout soit esthétique, que tout soit dans le paraître, et cela aboutit à une sorte de déni de la réalité, Je venais te dire, je viens te chercher. Tu aurais dû dire, je t'attendais. Comme dans la chanson de je ne sais qui. exaspère ses proches. Enfin, c'est ridicule. Dans quel roman te crois-tu? Il croit acquérir de la substance, de l'authenticité en imitant les paroles des autres. Parler avec les mots des autres. Voilà ce que je voudrais. Ça doit être ça, la liberté. Mais au final, il ne fait que s'écouter parler sans se rendre compte du mal qu'il peut faire autour de lui. Derrière sa verve, Alexandre se cache. Le langage agit comme un masque pour cet homme qui a peur de faire un choix et de faire face à ses émotions. Une scène flagrante de cette dérobade face aux sentiments. Alexandre, dans un moment de sincérité, cache ses yeux derrière des lunettes de soleil pour dissimuler ses émotions. J'aurais préféré qu'elle meure. Le ton et le débit de la voix de Marie sont quant à eux normaux. Contrairement à Alexandre, Marie s'assume totalement et n'a pas besoin d'organiser une véritable mise en scène autour d'elle pour se cacher des autres. Le rapport à la parole de Véronica est par contre plus compliqué. Très silencieuse au début du film, elle prend petit à petit de l'assurance jusqu'à éclater lors de son fameux monologue. En réalité, elle prend la parole à Alexandre et progressivement le domine sur son propre terrain. Mais son parler à elle, lui, il est authentique. Elle parle avec son cœur et n'hésite pas à utiliser des mots d'argot qui sont à 1000 lieues des discours masturbatoires d'Alexandre. Oui, ça, effectivement. On se rend donc compte que la préoccupation première d'Eustache dans La Maman et la Putain, c'est de mettre en scène la parole. Il use et il abuse des chants contre chants en se posant perpétuellement cette question. L'homme et la femme peuvent-ils tenir ensemble dans la même image? Quand Alexandre échoue à reconquérir Gilberte, on assiste à une alternance de chant contre chant. Les deux personnages ont le même temps de présence face à la caméra, bien que ce soit tout de même Alexandre qui, comme à son habitude, monopolise la parole. Ils sont séparés par ce procédé filmique et Gilberte refuse logiquement ses avances. À la toute fin de la séquence, on observe Alexandre de dos, seul sur son banc. Il a échoué. A l'inverse, lorsque les phases de séduction d'Alexandre fonctionnent, l'homme et la femme se retrouvent dans un même plan. C'est le cas lorsque Alexandre et Véronica dînent au train bleu, J'aime bien cet endroit. boivent un verre au Rosebud, avant de s'embrasser devant l'hôpital où travaille la jeune femme. Ici, on n'a pas d'utilisation de chant contre chant qui confronte les personnages. Et pour terminer cette analyse, j'aimerais qu'on se pose ensemble cette question. Est-ce que La Maman et la Putain est un film féministe? En effet, le film est souvent associé à Mai 68, à la liberté sexuelle et au fameux slogan « Jouir sans entrave ». Mais quand le film se met à parler de manière caricaturale du mouvement de la libération de la femme, C'est le mouvement de libération de la femme. Ce sont des femmes qui en ont assez de porter leur petit déjeuner au lit de leur mari. Alors elles se révoltent. Elles ont trouvé un slogan, c'est « On ne veut plus d'hommes sous nos édredons », un truc comme ça. Mais c'est triste. et va jusqu'à dénigrer totalement la figure de la militante féministe, que penser de ce film? J'ai un ami qui pense justement que les femmes sont faites pour lui porter son petit déjeuner. Il a déclaré ça devant moi à une militante forcenée du MLF. J'ai cru qu'il allait se passer une scène meurtrière. Et en fin de compte, il a séduit cette fille en lui parlant de sa grand-mère, qui a passé son temps à faire le ménage, à s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants. Maintenant, il la fascine complètement. Elle ne peut plus se passer de lui. Tous ces propos sont énoncés par Alexandre qui n'épargne aucune des revendications féministes, que ce soit les violences domestiques, Il y avait du sang sur les murs parce qu'on se foutait sur la gueule. le droit à l'avortement, ou encore le partage des tâches ménagères. Qu'est-ce que vous faites? Je fais la vaisselle que vous ne faites pas. Y a pas à dire, ce personnage est bel et bien un con. C'est un sale con. Mais paradoxalement, les personnages de Marie et Véronica sont des figures de femmes émancipées, et ce, chacune à leur manière. Marie a une indépendance économique et est indifférente aux conventions. Véronica est également indépendante financièrement et possède aussi une grande liberté sexuelle. Tu peux baiser avec n'importe qui. À elles deux, elle dresse le portrait de femmes qui ne sont plus dans les normes conjugales et familiales de l'époque. De plus, le film transgresse le tabou des menstruations, ce qui a scandalisé bon nombre de spectateurs de l'époque et malheureusement, sans doute encore quelques personnes aujourd'hui. Là, j'ai un temps pas dans le cul pour me le faire enlever, pour me faire baiser. Il faudra en faire un maximum. Cette transgression donne à Véronica une modernité qu'il est encore très rare de trouver dans des personnages féminins au cinéma. Alors, pour répondre à la question de savoir si La Maman et la Putain est un film féministe ou non, je dirais que oui.
À mon goût, ce film est un film dans lequel la figure verbeuse du patriarcat se fait progressivement déboulonner face à deux femmes majestueuses et authentiques. Elles vont petit à petit reprendre cette parole monopolisée depuis bien trop longtemps par les hommes. Pilier numéro 1, ni bonne ni soumise, la bonne épouse est avant tout une femme libre. Et voilà, c'était l'analyse de La Maman et la putain de Jean Eustache. Je le répète, mais j'adore ce film et c'était vraiment trop cool de vous en parler. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi, et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Pourquoi il faut voir. Bitch!